Je fais partie des adhérents malades, mais d'un point de vue chronologique, j'ai d'abord été malade, puis je suis devenu adhérent. Malade depuis juillet 2021, peu après le Covid. J'ai un cancer du poumon, découvert par un médecin, un gastro-entérologue, qui a vu sur une radio un élément suspect. Il a enclenché toute une procédure, TEP scan, etc. Et le cancer du poumon a été petit à petit confirmé. Et je suis traité, très bien traité même, à l'hôpital Foch de Suresnes, par une oncopneumologue. J'ai suivi aussi à Marie Curie, Saint-Cloud, un programme de rayons en quantité importante, puisqu'il y a eu 34 séances, c'est-à-dire pas le maximum, mais presque. Ces rayons ont atteint l'objectif que se proposaient les médecins, à savoir que la tumeur est stoppée au jour d'aujourd'hui. Mais elle va redémarrer un jour ou l'autre, c'est inévitable. En termes de situation, pour le moment, je suis en stade 3, sur une échelle qui va de 1 à 4, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métastase pour le moment. Ensuite, les rayons ont eu quand même un effet négatif, c'est que, est-ce qu'ils ont été trop importants ? Est-ce que c'est le terrain qui était trop fragile au départ ? Personne n'en sait rien. Mais la plèvre a été touchée de manière conséquente et j'ai fait ce que l'on appelle une inflammation radique, c'est-à-dire une pneumonie dont la racine n'est pas ni bactérie ni virus, mais les rayons tout simplement. Et donc j'ai perdu beaucoup dans ma capacité à oxygéner le sang. Une anecdote que je trouve assez positive, que je resitue dans ce moment chronologique. Pendant 15 mois, j'ai été sous oxygène, nuit et jour. En fait, je pense aux petits-enfants. Pas mes enfants qui sont adultes, mes deux filles ont la cinquantaine, mais je pense à mes petits-enfants. Et l'un d'eux, à l'âge de 7 ans, quand il m'a vu arriver avec un concentrateur oxygène, a eu une réaction que j'ai trouvée stupéfiante et positive. Il m'a dit, mais à quoi ça sert ça ? Je lui ai expliqué, c'est de l'oxygène, ça compense une carence due à un traitement médical. Et il a dit directement, en appelant un chat, il a dit, donc ça sert à t'empêcher de mourir tout de suite. C'était clair. Je pense que les enfants sont peut-être plus simples, plus droits que les adultes. Ils ont moins de tabous, probablement. Ensuite, là où les choses pour moi se sont compliquées, c'est que j'ai perdu beaucoup dans mon autonomie. La marche à pied, par exemple, je faisais beaucoup de randonnées en montagne. Je passais ces dernières années presque 50% de mon temps sur un voilier. Mon épouse m'accompagnait assez souvent, j'ai eu de la chance. Je ne peux plus faire tout ça. La marche à pied, ça va, mais 10-15 minutes, pas plus. Après, il faut que je m'arrête. Dans mon véhicule, là, j'ai le concentrateur à oxygène à portée de la main en cas de besoin. Ma femme ira me l'apporter et je dois toujours avoir cette perspective de secours, d'aide en permanence. Donc, tu peux peut-être expliquer ta démarche en Belgique ? Oui. Donc la question de la fin de vie s'est posée tout de suite. Je sais bien qu'un cancer du poumon à ce niveau-là, qualifié de localement avancé, faut pas se faire d'illusions. Et heureusement, dans
le dialogue intrafamilial, mon épouse d'une part, mes 2 filles d'autre part, on avait parlé, de manière abstraite un peu, de toutes ces questions-là, et on était assez d'accord pour éviter tout ce qui a trait à l'acharnement thérapeutique. Et moi j'ai pensé à ce moment-là que le moment donné, je me débrouillerais pour éteindre la lumière, comme on dit, mais tout seul. Et ça, je crois rétrospectivement, avec 4 ans de recul, je crois que c'est une réaction tout à fait masculine et peut-être un peu puérile, parce que décider de partir, le suicide n'est pas interdit. Hein. Bon, j'y ai toujours droit. Je pense qu'une fin de vie par manque d'oxygène, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai indiqué à mon épouse et mes filles que je déciderai de la fin de vie quand ça me semblera opportun. Elles ont toutes été d'accord sur le principe, mais mon épouse en particulier était inquiète sur un point très simple, c'est que c'est bien joli de décider de partir tout seul, mais il ne faut pas se rater. Parce que si on se rate, soi-même on se retrouve dans une situation qui est encore pire, et on met ses proches dans une situation qui est encore pire. On a commencé avec mon épouse à réfléchir un peu aux associations. Lors d'une journée, c'était une journée porte ouverte, je crois, ici, au Vésinet, en 2000. Journée senior. C'est ça. C'était en 2023, donc j'étais déjà soigné depuis 2 ans. On est venu, il y a une journée porte ouverte là, et on a réfléchi à ces questions-là. J'avais de mon côté cherché par Internet, et c'est très facile à faire, c'est à la portée de tout le monde, quels sont les médecins belges qui peuvent accepter des patients français. J'ai cherché en quelques heures, j'en ai trouvé 5 ou 6. J'ai remarqué d'ailleurs une chose intéressante, c'est que entre ces 6-là, qui sont connus, hein, la philosophie qui est en amont de leur démarche, elle leur est personnelle. Chacun a sa lecture propre. Et chacune est intéressante. L'une d'elles m'a convenu plus que les autres. Et le hasard a fait que, en novembre 2023, il y a eu, à Paris, dans le 4e arrondissement, une réunion de gens, ça s'appelait le contre-salon, et ça concernait, disons, les vieux et les vieilles qui ne veulent pas qu'on décide à leur place. On s'y est rendu, mon épouse et moi, c'était très intéressant. On a vraiment passé un bon moment là, et j'ai pu rencontrer un médecin belge, qui d'ailleurs, que le choix connaît très bien. Et le contact entre lui et moi était très bon. Ma fille cadette a acheté un livre qu'il avait écrit. Il a fait une dédicace, c'était sympa. J'ai retrouvé d'ailleurs dans le contact que j'ai eu avec ce médecin quelque chose que je ne trouvais pas en France. En France, quand vous êtes en face d'un médecin, aussi empathique soit-il, vous vous trouvez dans une relation hiérarchisée. Vous êtes pas l'objet, mais quelque part c'est lui le patron, quoi. C'est pas vrai pour certains, certainement, mais pour que les médecins arrivent à ne pas entrer dans une relation asymétrique avec leurs patients, il faut qu'ils aient fait sur eux-mêmes un travail très important. Avec ce médecin belge, cette égalité, le sentiment d'être devant une perspective d'un travail en équipe était évidente. Dans le livre que ce médecin a écrit, j'ai retrouvé la même chose. Donc j'ai conservé le contact avec lui, et comme je suis dans une situation stable, je ne me suis pas précipité, il n'y avait pas le feu au lac. Hein. Tant que ça marche à peu près, j'entretiens le mouvement. Hein. Mais je suis allé le voir là récemment, je l'ai vu en octobre, le 10 octobre exactement. Mes filles m'ont accompagné, mon épouse aussi bien sûr. Il nous a reçus assez rapidement. Quand j'entendais parler de délais importants, non, entre le début de ma démarche et mon rendez-vous, il s'est écoulé 1 mois. Donc c'est pas. Parce qu'il vous connaissait déjà. Parce que je l'avais rencontré à Paris déjà, oui. Et donc il a regardé mon profil, le dossier, je lui ai apporté les éléments, et
je suis éligible à la loi belge, parce que le cancer est incurable. Ça peut durer un certain temps. Hein. La fin de vie, curieusement, ne fait pas trop peur, pas plus que ça. J'ai un regret pour les petits-enfants, évidemment, mais pour le reste, c'est la moins mauvaise solution, je trouve. Donc il faut pas trop laisser passer du temps. Donc je vais lui envoyer maintenant régulièrement par Internet les résultats des scanners. J'en fais un à peu près tous les 3 mois, 4 mois. Et puis la lettre de liaison que l'oncopneumologue de Foch adresse. Alors là, il y a une batterie de médecins, il y a le cardiologue, le médecin traitant, il y a 4 ou 5 médecins, le cardiologue, je l'ai déjà dit. Et j'ai perdu un peu le fil, mais l'après-midi, c'est plus difficile que le matin. Donc vous êtes allé voir Je suis allé voir ce médecin. Et vous n'avez pas encore convenu Non. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas au pied du mur. Je le serai inévitablement. Aucun médecin, aussi doué soit-il, ne peut me dire quand est-ce que je serai à l'article de la mort. Et donc, je suis trop près. Pour le moment, ce que j'espère, c'est de faire durer la situation qui est stable, encore maintenant. On me donnait au tout début, on me donnait 2 ans. J'en suis à 4 et demi. Tant mieux. C'est dû au fait peut-être que j'ai abordé toutes ces questions de fin de vie en cherchant une porte de sortie. Et la porte de sortie, je ne l'ai pas trouvée en France, je l'ai trouvée en Belgique. Et ça, quelque part, c'est un peu choquant. J'ai la chance d'être accompagné par ma famille. J'ai la chance financièrement de pouvoir, sans être très très riche, je fais partie des revenus moyens en France, hein, de pouvoir financer tout cela. Parmi mes 2 filles, l'une d'elles est personnelle de santé. Elle sait ce que c'est que la fin de vie pour la rencontrer dans son travail. Et c'est elle qui va vraiment me tenir par la main. C'est déjà écrit, c'est convenu entre nous. L'aînée a des enfants, elle habite 500 km, c'est plus compliqué pour elle. Mais enfin, elle est d'accord sur le principe. Nous avons assisté à quelques séances au tribunal de Paris où j'ai trouvé que les interventions de la procureure étaient dans le cadre, de mon point de vue, vu ma situation, j'ai trouvé ce réquisitoire violent. Ça m'a choqué. L'histoire, si c'est pas demain, ça sera après-demain. Mais tous ces gens, l'histoire leur donnera tort. Comme pour l'IVG, c'est exactement le même combat. Voilà, donc la Belgique est ma porte de sortie. Je préférerais que ce soit en France. C'est mal parti pour la France, à cause du Sénat. Et puis de toute façon, même si le Sénat votait la loi et la validait, il faudra ensuite des mesures d'application, des décrets. Il y aura un temps qui va passer. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Hein. Il faut que je cadre tout, que j'anticipe tout, sans traîner. Par contre, ce qui est vraiment me choque quelque part, c'est que si la loi avait déjà été votée il y a quelques années, je n'aurais pas besoin d'aller en Belgique. Et je n'aurais pas besoin d'anticiper. Donc le fait de devoir aller en Belgique me demandera d'anticiper, et l'absence de loi me vole quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas, d'une durée de vie. Je pourrais attendre un peu plus si ça se passait en France. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. On va voir les questions. Bien. Y a-t-il des réactions, des questions? Oui. Là. Il faut que tu fasses tout le tour, Jacqueline. Là, il y a une question ici aussi. Bon, ça marche. Si, ça marche. Je voudrais poser la question si, comme dans la loi, il y avait un délai de validité du dossier, s'il fallait recommencer le dossier et attendre qu'il soit de nouveau accepté pendant 3 ans, est-ce que vous considérez que c'est une bonne décision ?
Non, mais en Belgique, il n'y a pas de... Enfin, je sais pas, Nathalie connaît la loi mieux que moi, il n'y a pas de délai en Belgique. En Belgique, à partir du moment où la personne a déposé son dossier, qu'il a été accepté par un ou deux médecins, bon, il y a un contact qui s'établit entre les deux personnes, évidemment, pour se tenir au courant, mais on n'a pas besoin de recommencer un dossier parce qu'on vit plus longtemps qu'on ne pouvait le... Voilà, contrairement à ce qui est proposé en France et qui devrait être supprimé. Voilà. Oui, moi je voulais savoir si vous aviez informé les médecins qui vous suivent à Foch de votre démarche, hein, et si oui, qu'en était-il de la suite? Alors, effectivement, l'oncopneumologue, qui est un petit peu le chef d'orchestre, j'ai informé tous les médecins avec qui, bon, il y a une batterie de médecins quand même, je les ai tous informés du fait que j'avais adhéré au choix. Certains ont écouté, d'autres ont noté ça dans leur dossier. C'est pas la même chose. L'oncopneumologue n'a fait aucun commentaire. Je ne connais pas sa position, mais elle a noté ça dans mon dossier. M. Rimbaud adhère à l'association Le Choix. Ce qui veut dire qu'elle intègre ma démarche. Donc c'est bon signe pour moi. Que vous alliez partir en Belgique ? Je ne lui ai pas encore dit. Je lui ai dit que j'avais le projet d'y partir, mais mon prochain rendez-vous est dans quelques semaines. Et comme j'ai vu le médecin belge le 10 octobre, je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le lui dire. Et je pense, je parierais presque qu'elle ne dira rien et qu'elle va l'inscrire dans le dossier. Et le fait qu'elle l'inscrive fait partie de ce que moi je ressens comme une communication non verbale, mais une approbation. Par contre, ce qui me manque un peu, et je le regrette, c'est que mon médecin traitant, à qui je devais le dire, c'est même le premier à qui je devais le dire, c'est un type que j'apprécie, hein. C'est un bon médecin, consciencieux, bon, très disponible. Lui m'a simplement dit, vous savez, ici, nous sommes dans un cabinet médical, on parle beaucoup de choses, mais pas de ça. Ces questions très importantes ont toute leur place dans d'autres espaces, mais pas dans le cabinet. J'ai donc compris qu'en ce qui le concerne lui, la porte était fermée. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Elles peuvent être religieuses, pourquoi pas, hein. Elles peuvent être d'éthique par rapport à son métier. Elles peuvent être la conséquence du fait que la loi n'est pas encore votée. Peut-être que quand elle sera votée, il va changer d'avis. Je ne sais pas. Je ne lui pose pas la question. J'estime qu'en ce qui concerne sur ce point-là, notre communication est terminée. Je le regrette, mais je le garde comme médecin parce que c'est un médecin consciencieux en qui j'ai confiance. Je trouve ça un peu dommage. Je vais certainement chercher un autre médecin, peu importe sa spécialité, dont je saurai à l'avance qu'il sera ouvert à cette question, qu'il partagera le point de vue que l'on entend ici, que j'entends en Belgique, à savoir que la fin de vie fait partie du travail du médecin qui veut aller jusqu'au bout. Je vais essayer d'en trouver un. Et avec celui-ci, je n'aurai de débat que sur la question de la fin de vie. Je continuerai avec mon médecin traitant habituel. On ne changera pas nos habitudes, mais je n'exclus pas que si la loi passait, si j'avais la chance de continuer à vivre plus que je ne le crois, peut-être que ce médecin changerait d'avis. Voilà. J'ai répondu à votre question. Merci. Là, vous parlez d'un cancer évolutif. D'ailleurs, il le disait bien à la télé, je crois que monsieur vous y étiez, non ? Là, le cancer est devenu presque une maladie chronique. On peut durer longtemps. Moi, je suis partie un matin, si vous voulez prendre la photo, mon compagnon, il était en pleine forme, ADMD, directive anticipée, personne de confiance. Je suis rentrée le soir, je ne savais pas où il a été mis, 2 AVC, ils l'ont emmené. Je n'ai même pas su dans quel hôpital. Je l'ai retrouvé parce que là, pour m'empêcher de rentrer, c'était très difficile. Ça fait 4 ans. Il est en soins longue durée. On ne lui fait plus rien. Non, il ne vit pas, il ne sait pas. Hein. On le change quand ils ont le temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus de choix. J'ai les directives anticipées. Je suis sa personne de confiance. J'étais représentant d'usagers. On m'a foutu dehors. Et c'est pas facile.
Je crois que je ne suis pas bien placé pour apporter... Non, mais voilà, c'est pour une ça que je suis réponse. au choix, c'est pour ça que je fais tous les combats, parce que c'est affreux. Hein, Oui, mais on revient toujours à... Oui. Non, mais on revient toujours à... Les Français veulent-ils ou non cette loi? Et s'ils le veulent, se battent-ils? Les femmes se sont battues pour l'IVG. Je ne suis pas sûre que les citoyens français se battent aussi fortement sur la fin de vie. Quand on demande aux gens, voulez-vous nous aider? On dit, oh, mais vous savez, j'ai tellement d'autres associations où je suis... Oh là là, merci beaucoup pour ce que vous faites. Mais voilà, je crois que c'est aussi notre responsabilité individuelle qui est en cause. C'est pour ça, je pense qu'on en est là en France. Mais c'est pas... Voilà, c'est incident, mais ce que vous relaitiez est incident aussi.